Les jeunes seraient narcissiques, individualistes, paresseux, incultes. Ces clichés sur les jeunes sont tenaces dans la société, le monde du travail n'y échappe pas. Je suis journaliste, j'ai enquêté sur la question et je vais vous démontrer en quoi ces idées reçues sont complètement fausses. Les jeunes sont paresseux. Quand j'entends les anciennes générations nous dire « oui, moi de mon temps, je me suis bougé, moi de mon temps, les jeunes, c'était mieux », ils oublient peut-être que le contexte socio-économique l'était également par certains aspects. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes, en temps de crise, à chaque fois, servent de variable d'ajustement économique. C'est-à-dire que ça va être les premiers qu'on ne va pas embaucher, voire les premiers qu'on va licencier. Pendant la crise du Covid, le taux de chômage a bondi de 15% en 2020 chez les plus jeunes, contre 11% seulement pour le reste de la population. Aujourd'hui, les jeunes font face à des difficultés économiques qui sont inédites et qui rendent très difficile l'insertion sur le marché de l'emploi. En 1982, les emplois dits précaires, d'auto-entrepreneurs, de CDD, d'intérim, représentaient 17% des emplois des jeunes. Aujourd'hui, ils en représentent 52%. Donc on voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus exposés que n'ont pu l'être leurs aînés à la précarité de l'emploi. Donc dans beaucoup de cas, c'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'ils ont beau travailler, ils ont beau tout donner, ils n'arrivent pas à accéder à la stabilité de l'emploi et parfois ça devient éreintant à tel point que certains jeunes finissent par abandonner la voie professionnelle dans laquelle ils s'étaient lancés. Les jeunes n'ont pas la valeur du travail. Nos aînés ont grandi et ont été bercés par ce mythe de la croissance infinie, cette idée qu'il fallait produire plus, pour consommer plus, pour avoir plus et pour être finalement plus heureux de cette façon. Ce qui a peut-être changé par rapport aux générations précédentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient y avoir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ils ne veulent pas perdre leur vie à la gagner et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'ensemble de la société. Mais il y a aussi une exigence d'éthique qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui, selon une étude de l'INJEP, il y a 59% des jeunes qui considèrent qu'être utile à la société dans le cadre de leur emploi, c'est important. Il y a une autre étude qui nous montre que 65% des jeunes se disent prêts à renoncer à un emploi qui ne correspondrait pas à des exigences environnementales. Donc si tous les jeunes ne peuvent évidemment pas se permettre d'être tatillons dans leur choix professionnel, ceux qui le peuvent décident de choisir des entreprises par exemple qui ne seraient pas polluantes ou qui ne mèneraient pas des activités contraires à la préservation de notre futur. Les jeunes manquent de volonté. C'est dangereux de dire aux jeunes « quand vous voulez, vous pouvez ». Parce qu'à la fin, ça suscite un immense sentiment d'échec personnel chez ceux qui n'y arrivent pas. Clairement, la méritocratie est un mythe. Aujourd'hui, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il vaut mieux hériter que mériter, et c'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question d'accès à l'emploi, accès au cadre professionnel, et ça commence dès les études. Seulement 18% des élèves issus des familles les plus défavorisées ont accès aujourd'hui à un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 68% pour les élèves issus de familles de cadres supérieurs. Donc on voit qu'il y a un écart qui est absolument colossal et qui ne se résorbe pas avec le temps. Et c'est ce que je trouve très problématique avec la mise en avant des parcours de transfuges de classe, c'est qu'on va nous présenter comme des exemples de la méritocratie républicaine alors qu'ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population et que c'est important de ne surtout pas utiliser ces exemples-là pour camoufler le reste des inégalités qui continuent à se perpétuer et qui sont même accentuées dans une certaine mesure par l'éducation nationale. Je pense que la première chose que devraient faire nos aînés, c'est d'essayer de comprendre les jeunes et d'aller leur parler sans jugement préalable. De leur poser des questions réellement naïves, réellement ouvertes, en leur disant « mais qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Quels sont les défis auxquels tu fais face ?» Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas pires ou mieux que les jeunes d'hier. Et je pense que si nous, les jeunes, avons beaucoup de choses à apprendre des plus âgés, les plus âgés, par certains aspects, peuvent apprendre aussi certaines choses de la part des plus jeunes, et qu'on a tous à gagner d'une union et d'une collaboration intergénérationnelle.